Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre domaine et au passage les 3 vins qui pour vous sont le plus représentatifs? Bonjour, donc Céline Metz du domaine Hubert Metz à l'Insulaire et puis Jean-Michel Filly, le compagnon de Céline. Voilà, qui travaille avec nous aussi Voilà. Depuis quelques années. Donc, alors les 3 vins représentatifs, c'est pas toujours évident de les sélectionner. Donc là aujourd'hui on est parti sur 3 vins complètement différents. Donc on va démarrer en fait par un pinot noir, puisque moi personnellement j'aime bien souvent commencer les dégustations par les rouges, parce qu'après c'est souvent toujours un peu compliqué de les mettre en plein milieu d'une dégustation, ou carrément à la fin après des vins plus doux. C'est un exercice un peu difficile. Donc là on est sur un pinot noir, sur une très vieille parcelle sur millésime 2015. Alors c'est un peu ce qu'on a voulu un peu ramener, parce que mon père était toujours un peu spécialiste des pinots noirs à une époque, et puis là, comme il ne savait pas si quelqu'un allait revenir, je ne sais pas qu'il a lâché les choses, mais il a peut-être mis moins d'efforts à un moment. Et nous, ayant habitué à Avignon, dans un pays au cœur des rouges, c'était un peu ce qui nous tenait à cœur. Et puis on a fait une petite vinification aussi en Australie, regarder un peu ce qui se passe là-bas, notamment sur les pinots noirs. Et on a vraiment un peu changé le processus en y allant de plus en plus délicatement. Donc là c'est un pinot noir, donc il y a une des 2 parcelles, c'est un assemblage de 2 parcelles, et une des 2 est vraiment au pied du Grand Cru Vincenberg, donc sur un coteau granitique, ce qui ramène ce côté toujours épicé, poivré, qu'on a déjà au nez, mais tout en gardant un beau fruit. Donc là c'est un vin qui a été élevé entièrement en foudre. Donc c'est des foudres qui ont entre 80 et une centaine d'années. Parce que là, rien connu, on a presque envie de croquer dedans. C'est ça, c'est vraiment ça qu'on a voulu garder. Donc on égrappe, pas la totalité, mais presque, on va dire entre 75 et 80% de la cuvée, mais vraiment avec un égrappage tout lent et vraiment en douceur, parce que souvent les égrappoirs ça fait un peu de la soupe ou de la purée à la fin. Donc on a démonté toutes les pompes, remis un variateur pour vraiment que ça égrappe tout en douceur, et qu'on conserve en fait l'intégrité du raisin, quoi. Bon, en plus 2015, un millésime qui a été superbe aussi sur les pinots noirs, il faut le dire, ça joue aussi. On a vraiment quelque chose de très soyeux, pas d'agressivité au niveau des tanins. Pour rester vraiment dans un pinot noir déjà un peu complexe, mais il n'y a pas non plus de bois. Donc cette cuvée, en fait, en général, sur les vieilles vignes, on la sépare en 2. Donc il y a une partie qui est élevée en foudre, où on fait que ça. Et la deuxième partie, c'est en barrique. Donc sur en moyenne 4-5 barriques. Et là, on a un élevage entre 12 et 18 mois selon les millésimes. C'est vraiment la dégustation qu'on va décider si on met tout de suite en bouteille. Il n'y a pas de recette prédéfinie finalement? Non, c'est jamais. C'est au feeling. Et puis selon le millésime, on a des choses très, très différentes. Par exemple, 2017, sur la cuvée justement en barrique, avant, autant on faisait des élevages plutôt 18 mois. Là, on a fait 12, parce qu'au bout de 12 mois, c'était très fondu, hyper digeste, prêt à la dégustation presque, alors que aujourd'hui, on ouvre 2014 et 2017. 2017 est plus près que 2014, ce qui est assez marrant. Donc après, c'est... Ça dépend des barriques aussi qu'on achète. On a un petit peu changé aussi la donne. Ça change beaucoup de choses. Donc, la deuxième cuvée, c'est quelque chose d'un petit peu atypique. On sort un peu du standard alsaco-alsacien. Aussi bien au niveau de l'habillage qu'au niveau du vin en lui-même. Donc là, on est sur un pinot blanc, sur une très vieille parcelle, on est sur du grès, on est au-dessus de Notalten. Parcelle qui frôle les 80 ans, pas tout à fait, mais presque. Et donc sur un pinot blanc. Donc pinot blanc qui est majoritairement toujours utilisé pour les créments. L'idée, c'était de le remettre en valeur. Et on avait toujours ce souvenir d'un pinot blanc de cette parcelle sur millésime 2001. Et chaque fois qu'on ouvre la bouteille, on se dit que ce truc c'est vraiment chouette, ça a bien vieilli, il y a une belle structure en bouche, voilà. Et quand on est revenu sur le domaine, donc progressivement entre 2012 et 2013,
On avait envie de réessayer quelque chose un peu dans le style. On avait envie d'essayer des vinifications en barrique sur les blancs, ce qui n'était pas forcément l'idée de mon père, mais voilà. Et tout ça a fait que ça a un petit peu été l'idée d'origine de cette cuvée, qui en plus du coup s'appelle Pierre de Lune. Donc Pierre, c'est mon neveu. Et mon père avait fait des cuvées pour son frère et sa sœur, mais plutôt sur des vins doux de dessert. Mais avec un prénom comme Pierre, il fallait retrouver un peu de minéralité, le côté caillou. Et puis tout ça mis bout à bout, donc ça a donné ça. Pierre de Lune, pourquoi? Parce que tout simplement au clair de la lune, on a mis Pierrot, et que mon père avait fait concerto pour Valentin et allegretto pour Élise, donc il fallait rester dans la musique quand même. Voilà, donc on se torture un peu le cerveau dans la famille. Vous êtes vraiment allé jusqu'au bout de la démarche, parce que même l'étiquette est totalement différente du reste de la gamme, quoi. Complètement, voilà, complètement. Le trou en fait représente la pleine lune, parce qu'on a vendangé la première année, on l'a fait en 2012, la veille de la pleine lune. On a commencé en fin d'après-midi, puisqu'on n'avait pas non plus toute la nuit pour être dehors. On est rentré prendre un gros casse-croûte, et puis on est retourné à la frontale. Bon, c'est pas forcément évident. Mais c'était une ambiance assez sympathique. Bon, par contre, ça ne marche pas tous les ans parce que la pleine lune ne tombe pas toujours au moment de la maturité optimale qu'on veut. Donc c'est vraiment, on l'a fait l'année de la naissance de cette cuvée. On a fait cet essai avec une barrique au départ, il reste en foudre. On a assemblé et au fur et à mesure des années, là, on augmente un peu la proportion. Donc là, il y a un peu plus de 40% de la cuvée qui est passée en barrique. Et à partir du millésime 2017, c'est 100% en barrique. L'idée, c'était de faire un parc de barriques. Mais de le faire nous-mêmes, sans acheter les barriques d'occasion, on ne sait pas forcément toujours d'où elles viennent et ce qui a été dedans. Et voilà. Donc là, on a un vin qui a quand même beaucoup de gras. On retrouve quand même ce côté minéral. Et c'est vraiment... Toujours 2015 aussi. Toujours 2015 aussi, effectivement. Et c'est vrai que c'est un vin qui nous permet souvent de réconcilier les gens qui sont un peu réfractaires au vin d'Alsace. Parce que c'est marketé différemment, ça n'a pas forcément une signature complètement Alsace. Et surtout, c'est que c'est hyper facile à associer avec tout. On peut commencer à l'apéro jusqu'au fromage, en dehors d'un steak bien servi en non. Mais sur des viandes blanches, sur des risottos, nous on aime beaucoup, sur des fromages comme les comtés, les abondances. Et en plus, par rapport au risotto, il y a un côté beurré, déjà un côté qui est déjà fait le lien, quoi. Nous, c'est notre classique risotto aux noix de Saint-Jacques et cèpes. On met en général toujours ça, c'est devenu un classique à la maison. On fait le risotto avec un peu de vin et puis on termine la bouteille. Par obligation, bien sûr. Évidemment. Le temps de touiller aussi, il faut quand même... Donc on a vraiment un beau volume en bouche, mais ça reste très précis, très fin. On est sur quelle année? 2015. Ouais. Il y a un côté vanillé qui vient sur et on n'a pas surtout le côté bois, c'est ça, c'est très fondu. On ne prend pas dessus, tout à fait. C'est ça. Parce que sur un pinot blanc, c'est pas évident. Non, et justement, c'est ce qu'on ne voulait pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on a commencé en étant assez comment dire, je perds mes mots. On ne voulait pas mettre trop de barriques tout de suite, donc on en a mis une. Tout le monde nous a dit attention, les blancs en barrique, machin. Donc on en a mis une. Et puis les mêmes nous ont dit l'année d'après, ah, vous auriez pu mettre une deuxième barrique. Donc voilà. L'année d'après, on en a mis deux. Bon, après, c'est des vieilles vignes aussi. Oui. Donc forcément, le pinot blanc est déjà un peu. Oui, voilà, il y a déjà une structure. Une structure. Oui, d'origine. On le sentait déjà. Quand on le vinifiait à part, on s'en rendait compte déjà tout de suite. Et la troisième bouteille. Donc là, on ne pouvait pas être à Binsulaire sans parler du Grand Cru Vincenberg, forcément. Un des plus petits Grands Crus alsaciens. Donc sur du granit. Donc qui est vraiment particulièrement intéressant sur les Riesling, qui donne des choses très intéressantes aussi en Pinot Gris et en Gewürztraminer. Justement, on n'a jamais des vins très lourds, trop opulents. Et quand on a de la richesse sur certains millésimes, on retrouve toujours ce côté tendu à la fin, presque un peu salé. Donc là, on est sur 2014, sur Riesling Grand Cru.
Donc on a vraiment un côté très ciselé, très dentelé, avec une minéralité assez impressionnante. Donc c'est un vin déjà très expressif malgré son jeune âge. Voilà, alors c'est 2014, c'est un bébé. Hein. Voilà, autant par exemple 2016 est déjà presque plus digeste que 2014, mais 2014 a cette tension aussi qui est typique du millésime. Donc là on retrouve vraiment ce côté très agrume. Là, pour illustrer, on est sur un granit qui se désagrège complètement en surface. Donc sur le dessus, on est presque sur un côté sableux. Et on retrouve des gros cailloux qui remontent, donc avec beaucoup de veines de quartz à l'intérieur. De temps en temps, on a des pépites un peu comme ça. Mais c'est vraiment visuellement, quand on les voit, on a vraiment l'impression de ce côté sel qu'on retrouve vraiment dans le vin. Et qui est vraiment la signature de notre Grand Cru. Donc là, on est plutôt sur un vin plus gastronomique par rapport à ce qu'on a pu goûter juste avant. Vraiment sur des beaux poissons, sur des poissons nobles, sur des crustacés. Même sur des fromages de chèvre très affinés. Ou tout seul à l'apéritif, quand on aime ce genre de vin. Après, il faut aimer ce côté sec le côté ciselé, vraiment étendu. Ouais. Donc finalement, 3 vins qui font un repas maintenant. Ah, complètement. Parce qu'on a vraiment de tout qui permet finalement de faire un repas, et quel que soit presque le repas. Quoi. C'est ça, parce que même sur des choses très grasses comme les foie gras par exemple, nous on a un restaurant étoilé avec qui on travaille qui met le pierre de lune sur le foie gras pour justement changer de l'habituel Gewürztraminer, parce qu'on a vraiment cette structure grasse en bouche. Là où vous mettrez un poisson ou même des fruits de mer, un carpaccio de noix de Saint-Jacques. Après, si on me lance sur le sujet gastronomique et culinaire, je ne m'arrête plus. Des viandes blanches en sauce aussi marcherait bien avec le Riesling. Voilà. Et puis après, une viande rouge aussi avec le pinot noir. Et puis on peut remettre, selon le fromage qu'on va mettre, on peut remettre l'un ou l'autre sur le plateau de fromage. Et puis, alors comme nous, on n'est pas très dessert, en général, on s'arrête là. On préfère souvent finir avec un verre de vin qu'avec un dessert très sucré, mais après, c'est purement personnel. Ok. Merci. Merci.